Salut à tous et bienvenue dans Chesterview, notre émission spéciale d'interview avec des intervenants qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit l'équipe de Lips, le French Liquid, qui est une boîte qui fait du liquide depuis 2013, avec énormément de saveurs au catalogue et surtout beaucoup de projets à côté. Je suis très content de vous recevoir tous les deux. Merci. Bienvenue Cédric. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil, merci de nous recevoir. Comment ça va bien tous les deux? Ça va plutôt bien. Vous n'êtes pas trop intimidé par le décor, tout va bien? On est hyper impressionné par le décor et les moyens qu'il y a dans ce studio. Alors, c'est tout fond noir. Tu vois, on a fait un truc très simple aujourd'hui. On reste tranquille, on reste posé. On va commencer par toi, Cédric. Je l'ai dit en intro, tu as commencé la boîte en 2013 avec 40 saveurs au catalogue. Au début, c'était des monoarômes. Ouais, c'est ça. J'ai une question pour toi. Quand tu as commencé à faire cette gamme d'arômes, c'était probablement parce que tu t'es dit, je trouve pas quelque chose qui me satisfait dans le monde de la vape. Dans lequel de ces arômes c'était celui qui était prévu pour toi? Lequel était genre, ah, celui-là, il n'existe pas et celui-là, je vais le vaper? Ça sera le mien. Bah, en fait, effectivement, moi, j'avais commencé à vaper un ou deux ans avant et je trouvais pas forcément mon compte sur le marché. Je trouvais que moi, je viens du parfum, en fait. Je suis parfumeur à la base. Et c'est vrai que je trouvais que les molécules qui étaient utilisées n'étaient pas exploitées forcément à leur maximum. Donc c'est vrai qu'on est parti aussi par des basiques. La vape, c'est un marché qui est en constante évolution, où au fur et à mesure des années et aussi d'évolution des matériels, les goûts des gens ont évolué. Ils ont voulu partir sur des choses assez sophistiquées. Donc c'est vrai que la première gamme a été sur des fruités, des mentholés et des tabacs, voire des tabacs un peu complexes. On allait déjà un peu dans les gourmands. Et de fil en aiguille, on allait dans des hyper complexes, donc des fois peut-être un peu trop. On était un peu trop en avance sur notre temps, je pense, par rapport à la clientèle. Tu penses à quelle référence quand tu dis ça, par exemple? Honnêtement, quand on a sorti La Chose, par exemple, qui faisait partie d'une collection avec deux autres liquides, c'était le liquide sur lequel moi je ne misais pas un copec, en me disant trop sophistiqué. Les gens vont pas adhérer. Et en fait, 7 ans après, ça reste le best-seller des gourmands. Ouais. Voilà. Toi, c'est marrant, je voulais te demander ça. Quand tu l'as fait, ce juice, si tu savais le succès qu'il allait remporter, parce que La Chose, c'est un liquide qui est complètement omniprésent. Si on parle French Liquid, on dit La Chose, quoi. Ah non, je vais même te dire que c'était tout le contraire. Je pensais que dans la collection des trois, ça allait être le bid absolu. Sérieux? Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Et du coup, quand tout le monde commence à s'éprendre de ce liquide et à dire « Oh, quelle tuerie, la chose, tu... » Ben, tu te dis qu'en termes de conception, tu peux te planter méchamment. Voilà, tu peux mettre sur le marché un produit où tu te dis tu as mis toute ton âme, tu as travaillé pendant 6 mois en te disant il va être génial, ça va être un succès de folie et tu vas te prendre un bide et sortir un produit sur lequel, je vais revenir sur un produit qu'on a arrêté il n'y a pas très longtemps, mais on va lui redonner un second souffle, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Il y a un liquide qu'on avait sorti qui s'appelait le Red Dingue, qui était rouge, avec des notes de framboise fraîches, etc. Rien à voir avec le Red Aster qui a été copié, recopié, archi-copié. Et ce jus-là, je misais pas un copec dessus. Bah, en fait, ça a été un carton. Ouais. Voilà. Bon, après, il est tombé dans les oubliettes. C'est le principe d'un liquide. Il a un gros buzz, après il redescend. C'est comme le réanimateur. Le premier réanimateur, on en a vendu, mais... des caisses. Des caisses. Voilà, aujourd'hui, on n'en vend quasiment plus. Parce que ça a été rattrapé par d'autres produits. Il y a eu la mode un peu malaisienne, des très sucrés, très, très frais, etc. Donc, limite, tu ressortirais le réanimateur maintenant avec l'arrivée des puffs. Tu vois, genre avec ce type de saveur-là, tu vois, limite, ça aurait du sens maintenant. Tu lis dans les pensées ou tu as mis des caméras chez Lips? J'ai pas mis des caméras chez Lips, mais ça a du sens maintenant. Quand tu dis que tu étais en avance, en vrai, tu vois, pour moi, ça, c'est un des liquides qui était... Et il y en a pas mal déjà de l'époque. Ou alors, c'est peut-être juste un flashback maintenant, tu vois, de ces arômes-là. Ouais, ça peut être un petit clin d'œil, justement. La vape, c'est un peu comme la mode. Il y a des cycles, quoi. Il y a des cycles, il y a des choses qui repartent, qui reviennent. Et c'est ce qui fait aussi la difficulté et le charme de ce marché. C'est vrai. Les gros cycles de la vape, toi, tu les as connus tous, quasiment. J'ai une question par rapport... Tout à l'heure, tu disais que tu étais parfumeur.
Tu faisais des bougies plus particulièrement Je faisais des bougies. avec je faisais Synopsis Paris. Synopsis Paris, ouais. Je faisais des bougies parfumées assez haut de gamme. Tout était fait à la main, avec des cires 100% naturelles. Ouais. Cire donc, de soja, mèche en coton, absolument. pas de plomb, tout ça. Exactement. Je faisais aussi des parfums d'intérieur. Je faisais aussi ce qu'on appelle du marketing olfactif. C'est-à-dire que je créais des ambiances olfactives pour des lieux. Donc ça peut être des magasins, ça peut être des hôtels. J'ai fait pas mal d'hôtels. Et je faisais aussi du parfum sur mesure pour des gens. Ok. Voilà. Donc ouais, toute la gamme de travail de parfumeur. Ça s'apparente beaucoup au métier d'aromaticien, le métier de parfumeur? Alors, c'est pas tout à fait pareil parce que la démarche n'est pas la même. Il y en a une, on est vraiment sur l'olfactif et l'autre sur le gustatif. Mais in fine, on va quand même utiliser beaucoup de molécules en commun. Donc, voilà, c'est pareil, mais c'est pas pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Voilà. Après, c'est des formations aussi qui sont différentes. Ouais. Moi, j'ai commencé ça il y a un paquet d'années maintenant. Aujourd'hui, il y a des écoles qui distinguent vraiment les deux métiers et qui sont plutôt bien foutues et bien réputées. Tu te dirais que c'est plutôt relié, quoi. Finalement, le gustatif, l'olfactif, ça va. Oui, mais après, ça va jouer sur les textures, ça va jouer sur les solvants dans lesquels tu vas mettre tes différentes molécules. Il y a des histoires de cuisson que tu n'as pas dans la parfumerie, il y a des histoires d'allergènes, etc. Donc c'est assez complexe. Et puis en plus, il y a des législations qui sont différentes. Ouais. Parce que je me demandais si ce qui était le plus dur à faire dans ton métier d'avant, faire sortir une fragrance comme ça qui va être très bien et très luxe et en accord avec tes produits quand tu étais chez Synopsis Paris, et faire un bon liquide. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi entre les deux? C'est très différent parce que honnêtement, si vous allez dans un supermarché et vous vous arrêtez au rayon parfumerie, vous allez trouver des parfums à 10 ou 15 balles. Des fois, dedans, il y a des pépites, véritablement, qui sont faits par des parfumeurs de l'ombre, etc. Vraiment, il y a des pépites. Et aujourd'hui, celui qui veut sortir un parfum, donc c'est souvent des grandes maisons, avec certes des grands parfumeurs, des grands nez qui sont derrière. Il y a tout un PNL qui est monté sur la sortie du produit avec des budgets publicitaires qui sont colossaux. Aujourd'hui, les parfums qui fonctionnent, c'est les parfums sur lesquels il y a des millions qui sont mis en publicité télé, dans la presse, etc. Et c'est comme ça, en fait, que naît le succès d'un parfum aujourd'hui. Ok, c'est pas forcément par la complexité de son arôme ou la qualité de son assemblage, quoi. Non. Après, il y a un peu du matraquage, quoi. Oui, il y a du matraquage. Après, il y a des maisons un peu plus confidentielles, comme Serge Lutens, etc., où là, on est sur des produits qui sont beaucoup moins accessibles, parce qu'on est entre 200 et 300 euros la bouteille de 100 ml. Par contre, effectivement, on va être sur un pourcentage de parfum qui va être assez élevé, entre 12 et 15%, voire plus 20% quand on va dans des absolus, des choses comme ça. C'est des vrais parfums qui tiennent toute la journée. Et on sent vraiment évoluer le parfum avec la note de tête, de corps et de cœur qu'il peut y avoir dans ce parfum-là. Donc c'est une œuvre d'art, voilà, parce qu'il y met les moyens aussi en termes de matières premières. Ouais. C'est beaucoup dû à combien de parfums tu mets finalement dans ton liquide, à la concentration, quoi, du truc. Oui, voilà, c'est ça. Et puis vraiment les matières premières, parce que si tu vas utiliser une huile essentielle de santal, le santal coûte extrêmement cher. Donc, il y a beaucoup de molécules de synthèse aujourd'hui qui vont imiter le santal et pour un prix qui va être divisé par 150. Comme dans le liquide, finalement, on a les arômes naturels, on a les arômes artificiels d'origine naturelle, les arômes artificiels. Oui. Donc, c'est un peu la même chose, finalement, avec à peu près les mêmes écarts de prix, j'imagine. Oui, c'est exactement ça, hein. Honnêtement, on est en toute transparence. Nous, on peut avoir des arômes qui peuvent nous coûter... on va dire 40 ou 50 euros le kilo. Et puis, on en a d'autres, ils sont à 900 euros le kilo. Voilà. Ouais. C'est parce que le système d'extraction de la molécule avec au CO2... Ouais, supercritique ou autre, fait que le prix, tout de suite, il monte drastiquement. Ouais. Et après, des fois, on n'a pas le choix d'utiliser de la synthèse parce que la nature étant parfois pas bien faite, on se retrouve avec des molécules qui seraient impropres à, par exemple, la législation sur la vape, qui ne serait peut-être pas le cas, par exemple, pour la parfumerie. Donc parfois, on n'a pas le choix de passer sur de la synthèse.
Ouais, du coup, parce que je voyais que chez Lips, on a eu la chance de visiter un peu les installations chez vous. Vous avez du matos, mais alors, par-dessus la tête. Toi, tu as combien? 2 spectrogrammes? 3 spectrogrammes dans ton labo? 3, ouais, 3. Ouais. C'est merveilleux d'en avoir un, mais 3 dans Ouais. la même pièce, j'avais Ouais. jamais vu ça. C'est plutôt classe. Ça te vient d'où? Enfin, ça vous vient d'où cette passion entre guillemets, du réglementaire? Parce que vous faites beaucoup de choses en dehors de la vape. En termes de mesures et d'analyse pour d'autres produits, des produits de vape et des produits CBD et plein de trucs. Ouais. C'était une volonté initiale, ça? C'était dans le plan initial des labos de faire ça? En fait, on s'est très vite rendu compte au fur et à mesure qu'on grandissait qu'on était tributaire de prestataires. Et donc la culture de l'entreprise, ça a été très vite d'internaliser au maximum les prestations nécessaires à la fabrication. Et donc ça a commencé par... avant, on travaillait avec des imprimeurs pour les étiquettes des flacons. Tout de suite, on a internalisé l'impression de nos étiquettes. Et ça a été exactement la même chose pour avancer rapidement, avoir une réactivité et aussi d'avoir des têtes bien faites dans l'entreprise qui prennent des décisions rapidement, d'internaliser toute la partie laboratoire, analyse, etc. Et c'est pour ça qu'on a investi lourdement dans des machines d'analyse comme les HPLC, etc. Donc pour faire les spectros, toutes les analyses en fait des produits qui rentrent dans nos stocks, donc les matières premières, mais également les produits qu'on a transformés avant de les mettre sur le marché. Tout est analysé. Et en plus, aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'occupe vraiment spécifiquement du réglementaire parce que la législation évolue, les matières premières évoluent, et donc on peut utiliser à tel pourcentage telle molécule. Si on en met plus, ça va déclencher tel picto, etc. Ouais. Tout ça, ça évolue. Et ça évolue en permanence. Donc c'est quelque chose qu'il faut suivre en plus de déjà être au jus de ça avant de faire le produit. Il faut en plus le suivre dans son évolution. Quoi. Mais comme Céric a quasiment tout dit, mais d'internaliser tous ces process, c'est surtout un gain de réactivité. Parce que, par exemple, ça pourrait créer du déceptif où on développe un liquide, on est très satisfait du rendu aromatique, on l'envoie analyser chez un tiers, si on se rend compte que le produit n'est pas sanitairement correct et répondant à notre cahier des charges, on n'a pas du temps, alors qu'en interne, vu qu'on analyse les arômes avant de les utiliser et autres, direct, on gagne du temps. Tu sais déjà si c'est on bon. A une traçabilité parfaite et une connaissance parfaite de nos liquides. Et ce qui nous permet de voir aussi les interactions entre les arômes. Ouais. Ce qui est important. Tu peux faire tes tests d'émission, enfin vous pouvez faire vos tests d'émission à la maison. Quoi. Oui, on a un robot, justement, un robot dédié, un robot vapoteur qui va simuler le comportement d'un vapoteur. On a cadré, on a un atomiseur dédié, un cycle de vape dédié avec une certaine aspiration. Et on fait barboter dans les solvants chimiques qui vont bien pour capter les molécules qui nous intéressent et celles qui sont obligatoires à notifier à l'Europe. Et donc comme ça, on peut justement mieux comprendre le liquide, mieux comprendre la vape et justement anticiper de futurs problèmes. Ouais. Et vous êtes habilité pour le faire pour les autres fabricants de liquide, j'imagine? Oui, tout à fait. Ce genre de test. Ouais, vous le faites déjà? Oui, on le fait déjà, oui. Il y a beaucoup de gens qui bossent avec vous dans la vape sur ce pas mal, ouais. Pas mal. Mais on n'est pas nombreux en France, en fait, à avoir l'équipement comme ça, avec des robots vapoteurs et tout le matériel d'analyse. Je sais pas, il va en avoir 5-6 à tout casser. Donc, c'est pas fréquent d'avoir autant de matos dans un seul labo, spécialement dans des boîtes de vape. D'autant qu'en plus, il y a encore d'autres choses qui viennent se rajouter à ça. J'ai dit en intro d'émission, mais vous faites pas que de la vape. Il y a aussi Exigène, qui est toute la gamme de produits biocides. Hygiène, biocides que vous avez lancé à l'occasion du confinement, le premier confinement. J'avais une question là-dessus. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans les émissions, mais ça vaut peut-être le coup d'y revenir. Ça a été quoi le coup de départ, le coup de sifflet en mode « Ok, maintenant on fait du gel hydroalcoolique, ça commence tel jour ». Bah, écoute, on a une anecdote vraie, tristement vraie en fait. Avec Olivier, on revenait de vacances. On était parti au ski et on parlait déjà du Covid en Chine. Et moi, j'ai une phobie. Il y a des gens qui ont les phobies des araignées, des trucs, des serpents, des insectes. J'ai vu ça. Les araignées, moi, c'est l'infiniment petit et c'est les virus. Et j'ai dit à Olivier à ce moment-là, ce truc, ça pue. Ça pue vraiment. On est rentré, j'ai voulu chercher du gel hydro pour les équipes. Et ça a commencé à devenir un peu tendu. Et
quelques jours, je crois que c'était 2 jours, un truc comme ça, avant le confinement. Il y a John, au marketing et à la communication, qui voit sur Twitter un message de l'hôpital de Saint-Nazaire qui dit « Il nous reste 4 heures de gel hydroalcoolique devant nous. » 4 heures. Donc, c'était un vendredi, je crois. Le samedi matin, c'était réunion de crise avec Renaud, Florent, Olivier et moi. On a de l'éthanol au bureau, au laboratoire pour nettoyer, etc., les différentes machines, les lignes de production, etc. Qu'est-ce qu'il nous faut tout de suite maintenant pour pouvoir dépanner l'hôpital de Saint-Nazaire ? On a bossé pendant le week-end et le lundi, on faisait partir en taxi. 200 kilos. 200 kilos. 200 kilos de solution hydroalcoolique. Donc liquide à l'époque ? Ouais, liquide. Et dans la semaine, on a formulé le gel hydroalcoolique. On a été aidé par des industriels de la région parce qu'il nous fallait du matériel pour mélanger tout ça et on ne l'avait pas. Et on nous l'a gentiment prêté. Et après, on l'a acheté d'ailleurs. Ouais. C'était pas la même. Vous leur avez acheté leur matos ? Non, c'était pas la même. On a acheté la même ref. D'accord, ok. Ouais. Mais ils nous ont bien dépanné. Ils se sont en plus manifestés d'eux-mêmes en disant on vous avait vu dans les médias, etc. Est-ce qu'on peut vous aider ? Et on a trouvé ça vraiment très très cool de leur part. Et vraiment, on est dans solidaire à ce moment-là. On s'en est rendu compte. Tout le monde s'est dit bon là, on n'est plus en mode. Pas de contrepartie. C'était pas genre mettez-nous un post sur vos réseaux pour dire que. Il y avait vraiment pas du tout ça. Ils sont venus, ils nous ont livré la machine, installée, expliqué, sur reparti. Parce qu'eux, j'imagine, n'avaient pas d'alcool. C'est ça, en fait. Il manquait toujours une pièce au puzzle. J'ai la bécane pour embouteiller, mais j'ai pas d'alcool. J'ai tout l'alcool du monde, mais j'ai pas de quoi faire du liquide. J'ai pas les bouteilles. Et tout le monde a vraiment joué le jeu parce que à cette époque-là, d'abord pour obtenir de l'alcool, c'est une procédure qui est assez complexe au niveau des douanes. Et honnêtement, dans la région nantaise, ils ont joué le jeu. Parce que normalement, on est sur une procédure qui est de 2-3 mois. On les a appelés en disant voilà, on doit fabriquer du gel hydro. Oui, mais non, les gars, on raccroche pas. Il nous faut un numéro UT tout de suite. Tout de suite. Et ils ont joué le jeu. Et ça s'est fait en ligne. On a eu notre numéro UT, mais dans les 4 minutes, on a commandé de l'éthanol. Alors au début, ils sont un petit peu foutus de moi, les gars, parce que j'ai dû faire rentrer, je sais pas, 2000 litres d'éthanol. Ils m'ont dit, mais avec ça... pour 3 ans, là. On en a pour 3 ans. Bon, il se trouve que pendant la période du Covid, on a passé 200 000 litres. Ah ouais. Donc, c'est presque autant que ta cave de rhum personnelle. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais oui, on en a passé beaucoup. On a mis en place les 3-8. Pour nous, ça a été un enfer, en fait, cette période. Mais un enfer. Ah, j'imagine. En plus, économiquement, les prix avaient été capés pour le grand public. Mais tous les produits intermédiaires, il y a eu une spéculation monstrueuse. C'est-à-dire sur l'éthanol, sur les flacons. C'est une très forte demande d'éthanol. Donc, les vendeurs d'éthanol, ils pouvaient se gaver en mettant des marges de ouf. Mais par contre, les vendeurs finaux, les assembleurs du gel, ils étaient capés au truc. Donc, on a des gens qui ont fait des x8 sur leur prix. Hein. Et nous, on était au courant des prix avant parce qu'on en commandait forcément en moins grande quantité, certes. On était au courant. Il y a des gens qui n'ont pas du tout joué les jeux. D'autres qui n'ont pas augmenté leur prix de folie. Mais là, ils ont vraiment fait un petit peu n'importe quoi. Ouais. Mais du coup, ça a permis de lancer Exigène. Ça a permis de lancer Exigène. On a beaucoup investi dans la recherche et le développement parce qu'on a développé des sprays de désinfection pour les tables, des mousses lavantes avec rinçage, des mousses sans rinçage, un peu orientées pour les enfants, donc sans éthanol, parce qu'on parlait beaucoup de projection dans les yeux au niveau des enfants avec le gel hydroalcoolique. Donc on a développé des produits comme ça aussi. Comment tu fais un truc biocide sans alcool ? C'est parce que tu as d'autres molécules qui ont ces vertus de, justement, on va dire, tuer pour simplifier tous les micro-organismes. Il existe ce qu'on appelle des chlorures de basalconium, donc des molécules purement chimiques. Il y en a certains, l'état naturel, qui le font aussi, mais voilà, on peut s'affranchir de l'éthanol. Et surtout, c'est des molécules qu'on a besoin de mettre en moins grande quantité que l'éthanol, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthanol, il faut mettre minimum 60% pour avoir des effets biocides. En dessous, on n'aura pas 60-70%. En dessous, il n'y aura pas autant d'effets.
Mais voilà, il existe des alternatives pour faire ça. Et c'est celle qu'on a utilisée pour, typiquement, la mousse sans rinçage pour viser pour les enfants ou autres. Et ça aussi, ça irrite moins les mains. Parce qu'il faut savoir qu'utiliser beaucoup de gel hydro dans la journée, on se retrouve avec les mains irritées. Donc on a cette alternative-là et on en a développé une autre avec une crème, justement, une crème hydratante et virucide. C'est-à-dire qu'il y a un double effet. D'accord. Vous désinfectez les mains et vous les protégez, vous les nourrir et éviter justement d'avoir des C'est mains celle trop qui était à sèches. la noisette là que j'ai testé l'autre fois ou... Non, ça on a dû la faire en ultra exclusivité pour Florent, qui était justement aromatisé. Enfin, il y avait un petit peu de Walnut. dedans. Walnut. Voilà, mais à ne pas consommer bien sûr. Hein, Honnêtement, Ouais. j'ai pas compris le concept, quoi. La menthe, je comprends le concept d'avoir les mains qui sentent le Nutella. Je sais pas. C'était vraiment joke, une private joke. Ouais. C'est particulier, mais ça marche hein, quand même. Hein. Donc ouais, Exigène, c'est en passe de, enfin Ça continue, on est tout le temps en R&D, on est sur des processus qui sont très longs hein, en termes de mise sur le marché. Parce que vous avez des gens en face quand même. Oui, il y a du monde en face. En plus, on a investi l'année dernière dans une machine à faire des lingettes. Donc, avec la marque Exigène, on fait nos propres lingettes hein, qui sont nettoyantes, désinfectantes. Et également, on fait d'autres produits, mais plus autour de la cosmétique, avec cette machine à lingettes. Donc, ça peut être des produits pour bébés, ça peut être des produits de démaquillage, ça peut être des produits pour nettoyer l'intérieur des voitures. On est en train de travailler là-dessus en ce moment avec un gros dossier. On a plein de dossiers en fait. On peut tout faire en fait avec les lingettes. Et en plus, on le fait de façon. C'est un truc qui est vraiment important chez nous, c'est la démarche écolo. Ouais. Hein. Donc, on utilise ce qu'on appelle un substrat. Donc, le substrat, c'est la lingette. Donc, avec des produits qui sont biodégradables, certains qui peuvent être flushable, c'est-à-dire qu'on les met dans les toilettes. Dans les toilettes. Et en fait, pendant le mécanisme où le papier toilette va aller tout à l'égout, etc., ça va se disloquer un petit peu, disloquer complètement. Et en fait, ça va arriver à la station d'épuration, mais ça ne va rien boucher. Ouais. Voilà. Parce que c'est le gros problème aujourd'hui des lingettes. C'est ça. C'est que elles sont souvent... Il y a souvent du plastique dedans. Ouais, voilà. Elles restent cohérentes. Enfin, elles restent ça s'agglomère après. D'un seul bout quand elles sont dans l'eau. Ouais. Donc, pour vous, vous avez utilisé cette solution ça fait partie des substrats qu'on utilise. Après, en fonction de la destination de la lingette, par exemple, si c'est pour de la désinfection, par exemple dans les hôpitaux, on va avoir besoin d'un mix entre du coton et du PE pour qu'il y ait ce qu'on appelle un bon relargage de la solution désinfectante, qu'elle reste bien sur la surface de l'endroit où tu veux nettoyer et désinfecter, et qu'elle reste quelques minutes pour avoir son action de biocide. De biocide, ouais. Voilà. D'accord. Et après, effectivement, ce produit-là, il est destiné à la poubelle, pas le mettre dans les chiottes. D'accord. Ah, c'est compliqué, quoi. Tu me disais aussi que tu avais des produits vétérinaires aussi qui étaient en Exivette, qui est un spin-off d'Exigène. Et on est en train de travailler, effectivement, on est sur les dernières phases de formulation, sur des produits, on va dire, de qualité vétérinaire, mais qui pourraient être distribués aussi dans les boutiques, on va dire... chez les toiletteurs, les animaleries, etc., où on est vraiment sur des produits où on a été chercher des molécules actives. C'est pas juste le shampoing pour avoir une petite odeur de rose, pour le poil brillant, le poil brillant, etc. C'est qu'on a été vraiment chercher des molécules actives qui donnent des résultats vraiment extraordinaires. Moi qui ai 2 chiens, alors on ne pourra pas dire les produits n'ont pas été testés sur les animaux. Ça a été le cas. Que ça a été le cas et sur les miens, donc ça. Mais honnêtement, les résultats sont bluffants. D'accord. Bon, bah écoute, on attend de voir ça, quoi, le résultat sur les petits toutous, de ce que ça donnera. Il y a des trucs prévus dans le CBD chez French ou pas? Alors déjà chez Lips, on peut aussi parler, donc, comme on parlait de toutes les machines d'analyse qu'on a en interne. Chez Labostar, on fait des analyses de CBD, c'est-à-dire que majoritairement pour des clients extérieurs, donc c'est-à-dire qu'on est capable de quantifier de façon très précise tous les cannabinoïdes présents dans les fleurs, les huiles, enfin tous les produits du CBD qui sont
qui sont sur le marché. Les terpènes aussi. Les terpènes, exactement. Voilà, donc qui sont les molécules qui donnent parfois les goûts des différentes variétés. En termes de produits liquides de CBD, on a les boosters chez nous, donc en 3 taux différents. On réfléchit à développer une gamme de liquides de CBD, mais pour l'instant, on n'arrive pas à quelque chose qui nous satisfait complètement. Parce que, par exemple, on trouve qu'il y a un effet un peu qui se coupe sur ces produits-là quand on va du CBD. C'est vraiment l'irritation qui est donnée en gorge, qui peut être des fois assez importante et justement difficile à vapoter. Donc là, on est en train d'essayer de trouver des alternatives pour justement rendre ce produit quand même consommable assez facilement, on va dire. Ouais, le hit du CBD, il est pas très agréable. Il est pas super agréable. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est peut-être une habitude, hein, au bout d'un moment, quand on vape beaucoup. Mais quand ça dépasse une certaine dose, c'est vrai que c'est difficile à dompter. Au-dessus de 50 mg, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais aussi, c'est dans les tuyaux. Hein. Bien sûr, hein, on se rend compte que c'est un marché porteur aussi, quand même, qui est en pleine expansion. Et la vape a toute sa place dedans, en plus, au niveau de l'administration du CBD dans l'organisme. Ouais. Donc, puis il y a aussi l'aide au sevrage tabagique avec le côté un petit peu relaxant et l'apport en nicotine, ça fait un peu ce double effet du truc. Toujours essayer de se sortir du tabac dans le moindre douleur possible, on va dire. Avec du plaisir et tranquillement, quoi. C'est le principe. Tiens, on parlait d'écologie tout à l'heure. Grosse question écologique dans la vape et même dans les médias mainstream, on l'a tous vu, c'est les puffs. C'est quoi votre position là-dessus? Parce que vous n'avez pas de puff French Liquid à ma connaissance. Alors, on n'a pas de puff, on va dire jetable, à usage unique. On a un produit qui s'appelle l'Afterpuff, où on est en fait peut-être un peu trop en avance encore sur le marché. Le principe, c'est ce qui nous gêne en fait dans le système de la puff, c'est vous allez descendre vos 2 ml et vous allez jeter une batterie lithium qui potentiellement peut être réutilisée. Et on trouve ça débile, juste débile. Et d'un point de vue écologique, c'est juste une hérésie. Donc le principe de l'Afterpuff, c'est que vous pouvez utiliser une vingtaine de fois votre device. Donc c'est fourni avec un flacon, vous avez l'Afterpuff et vous allez pouvoir le remplir et le recharger une vingtaine de fois. Alors après une vingtaine de fois, vous avez le goût qui va commencer à partir un peu en sucette. Et dans ces cas-là, effectivement, soit vous passez sur un... C'est un device d'apprentissage pour passer sur le matériel un peu plus ouvert. Et on est dans une démarche écologique parce que au bout de 20 utilisations, ça veut dire que tu n'as pas jeté 19 puffs. Ouais. C'est quand même 20 fois moins polluant que... Voilà, c'est exactement ça. Et c'est un bon... on en a parlé pas mal dans l'émission d'Afterpuff, mais c'est vrai que c'est une bonne transition d'un truc le plus simple qu'on puisse imaginer à... Ok, fais un petit effort, remplir, fais un petit effort, tu fais ça. Et après, tu peux bouger. Ouais. Voilà, tu remplis 2 ml avec un flacon et tu le reposes sur ta table. Voilà, c'est juste le geste. Et après, de rebrancher, on doit le faire à peu près tous. Ça, c'est dur. X fois par jour pour brancher un téléphone. Ça, c'est dur de rebrancher un téléphone. Vu que c'est avec un USB-C, c'est-à-dire le même câble que le téléphone, je pense que les gens sont capables de le faire. Alors, c'est vrai que ça se vend plus difficilement qu'une puff, dans le sens où il faut l'expliquer. Et en fait, ça marche pas trop mal. On l'a lancé le produit récemment, mais ça marche pas trop mal chez nos partenaires quand ils se donnent les moyens et le temps de l'expliquer aux consommateurs. Et en général, c'est des gens qui sont un peu comme nous dans une démarche un peu écolo. Et les clients sont pareils. Ils font attention à l'écologie. Donc, et dans ces cas-là, la mayonnaise prend bien. D'accord. Après, comme tu dis que c'est un petit peu en avance sur son temps, c'est probable parce que, vu la taxe qui arrive là, sur les puffs, elle n'est pas encore là et très probablement, on a encore au moins un an. Alors, breaking news, ça a été abandonné hier ou avant-hier. Donc, a priori, tu n'as pas l'information. Non, j'ai pas l'info. Non, en fait, il y a eu un 49.3 qui a été utilisé par la Première ministre. Et en fait, la section qui concernait la taxe sur les puffs a été supprimée. Waouh! Bon, après, elle vape, donc c'est pas très étonnant. Voilà. Mais incroyable. Du coup, c'est quoi? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle
on va dire, à moyen terme pour les gens qui fabriquent de la puff et qui en vendent. Après, le deuxième effet qui se coule, c'est potentiellement la taxe européenne qui va être décidée avant le 10 décembre prochain. Ouais. Et là, c'est un peu plus tendu. Ouais, parce que ça commence déjà à discuter de taxes. On a déjà discuté de suppression d'arômes aux Pays-Bas. On a déjà une taxe en place en Allemagne, en Italie, au Portugal, il me semble, en Suisse même. Bon, c'est pas dans l'Europe, mais bon, quand même. Ouais. Donc ça commence à se propager un peu cette idée de taxe. Ça paraît un petit peu inévitable et d'autant plus là avec les derniers débats. Bon après je suis assez ravi que cette loi soit pas passée. Je pense que c'est vraiment un manque de couilles ça, si on peut être complètement honnête tous les trois là. Et soit t'interdis complètement le truc, soit tu le taxes comme ça, mais tu te caches derrière une taxe quoi. Je trouve ça un peu idiot. Bah nous en plus on a bien interdit les pailles en plastique, je veux dire. Oui, au bureau de la FIVAP, nous, on était plutôt demandeurs d'une taxe à 5,5. Ça avait plus de sens. On est sur un produit de réduction des risques. Donc, on ne comprend pas que l'Europe veuille mettre une taxe dessus, qui, entre nous soit dit, c'est d'arriver à faire en sorte que le prix d'une fiole d'IML soit à peu près celui du prix d'un paquet de clopes. Voilà, d'un paquet de clopes. Donc, nous, on était plutôt dans la démarche... Mais après, il va falloir que ce soit voté par tous les pays. Est-ce qu'il y a, on va dire, tant de centimes qui va être imposé à tous les pays ou on décide de mettre une taxe en commençant par la mettre à 0 et chaque État membre aura la possibilité de mettre la taxe qui lui semble intéressante ou qui lui convient ou suffisamment haute pour pouvoir faire entrer de l'argent dans les caisses parce qu'on en est juste là. Et de continuer en plus à utiliser la vape en disant les puffs, les machins, vous voyez, c'est pas bien, les gosses, etc. Bon, c'est un peu facile d'utiliser ce produit pour dénigrer complètement une filière. Ouais. De toute façon, voilà, le plus petit dénominateur commun, comme d'habitude. Donc on attaque la puff. Il y a un jeune qui a attrapé une puff. Vite, on va taper sur la cigarette électronique dans son ensemble. On l'a vu pendant le mois sans tabac avec Josserand qui montait au créneau un certain nombre de fois et une grande campagne comme ça. C'était pas le mois sans tabac, c'était le mois anti-puff. En tant qu'industriel de la vape, ça vous fait quoi de voir ça? De voir l'énergie publique mobilisée comme ça dans un combat contre la vape finalement, même si c'est sur un produit que vous cautionnez pas forcément? Moi, je pense que c'est surtout dicté par des lobbies, en fait, et pas vraiment pour une réelle connaissance du produit, parce que je pense que les politiques n'ont pas la connaissance nécessaire sur ce produit. Même si, comme tu l'as dit, notre Premier ministre l'utilise, je pense qu'on n'a pas une connaissance parfaite. Par contre, c'est un parfait exemple que ça lui a sûrement permis d'arrêter de fumer. Mais je pense que tout le temps avec à la main. Je pense qu'on n'a pas toutes les clés en main, même si on s'en doute beaucoup qu'il y a des gros lobbies derrière qui, justement, tirent un peu les ficelles et empêchent... veulent mettre des bâtons dans les roues de la vape. Et moi, j'aimerais bien revenir sur un petit sujet concernant la puff. Pour donner mon avis, outre l'aspect écologique, ce qui nous a poussé aussi à faire After Puff, c'est surtout les arômes qui sont présents dans les puffs. Alors, je dis pas que tout le monde le fait, mais je pense que moi, ça fait 6 ans que je suis dans le métier de la vape, et j'ai vu le combat qui a été mené pour justement montrer une transparence parfaite sur les produits, les origines France Garantie, l'AFNOR, essayer vraiment de rendre les produits les plus... les déclarations. Les plus clairs et les plus propres possibles. Et avec ces produits qui arrivent en masse, parfois par des fabricants qu'on ne connaît même pas, avec des produits dedans où, quand on regarde une fiche de données de sécurité, déjà ça fait peur et on se dit tout n'est pas indiqué dedans. Moi aussi, je le vois là, le danger, c'est de faire un petit peu du rétropédalage et revenir à des liquides qui sont, excusez-moi le terme, faits dans des baignoires. Et c'est aussi un peu là le danger, je pense, et qui pourrait potentiellement, si après faire un ban des arômes, c'est que je pense que si les labos qui sont missionnés par le ministère ou autres font des analyses de certaines puffs, je pense que ça peut... Il y a un article qui est sorti là récemment sur des puffs d'origine chinoise qui contenaient du limonène, des trucs comme ça. Bon, rien de super alarmant, mais des petits trucs un peu irritants qu'on évite de mettre généralement, spécialement avec la norme AFNOR dont vous bénéficiez. Enfin, vous êtes AFNORisé, comme on dit. Alors nous, on est ISO 9001. Et vous n'avez pas des liquides AFNOR? Non. Alors pour le mais vous êtes à l'AFNOR?
on est au comité AFNOR. Vous êtes au comité AFNOR. On n'a pas passé en fait l'AFNORisation, si je peux me permettre, sur les liquides, parce qu'en fait c'est un guide de bonne procédure qu'on utilise déjà et qui il nous semblait pas très intéressant de le passer. Mais par contre, on a visé le stade vraiment supérieur, qui est l'ISO 9001 pour les process de fabrication de tous nos produits du laboratoire. Et on est encore aujourd'hui le seul laboratoire dans la VAP à l'avoir. Ouais. La norme ISO 9001, hyper dure et d'ailleurs hyper ancienne aussi, en termes de laboratoire. Ça donne un ensemble de jeux de qualité. Alors, juste pour ceux qui regardent et qui ne savent pas ce que c'est que l'AFNOR, on a été un petit peu toxique là. Mais c'est une espèce de loi volontaire à laquelle les fabricants de liquides peuvent appliquer. Et il y a un conseil de l'AFNOR qui réunit plusieurs fabricants de liquides, notamment l'IPS, et d'autres qui se réunissent pour parler de qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, qu'est-ce qu'il faut mettre, ce produit-là, on l'enlève, on ne le met pas. Il y a eu un débat notamment à l'époque avec la sucralose, avec le diacétyl, avec les trucs comme ça. Absolument. C'est vraiment un cahier des charges à respecter pour avoir un liquide conforme et sanitairement propre. Et c'est une norme volontaire, pas quelque chose d'obligatoire. Ça dépasse le cadre du légal et ça va au-delà des obligations légales qui sont imposées dans la VAP. C'est juste pour clarifier ce truc-là. Je voulais juste revenir sur les puffs et les liquides. Vas-y. Nous, on s'est amusé parce qu'on en reçoit tous les jours des puffs qui viennent de Chine, à analyser ce qu'il y a dedans. Ok. Très sincèrement, aujourd'hui, c'est un peu un warning, c'est un message que je voulais faire passer. Depuis très longtemps, la filière française, notamment, fait des bons produits, des produits propres. La filière française, et c'est pour ça qu'elle existe encore aujourd'hui, a mis en place ce référentiel AFNOR, et donc les professionnels font ce qu'il faut pour faire de bons produits. On le sait tous, la plupart des matériels aujourd'hui de vapotage sont fabriqués en Chine. Pour des histoires de coûts, de transport, etc., vous vous doutez bien que les produits qui sont fabriqués en Chine, il y a peu, je ne vais pas dire pas, mais qu'il y a peu de liquidiers qui vont envoyer leur liquide en Chine pour les faire revenir remplis dans des puffs. Donc ce qui se passe, c'est que ce sont des matières premières chinoises, des formulations chinoises, qui ne tiennent pas compte de nos référentiels européens et plus particulièrement français. Et donc, on retrouve dans ces puffs des produits de mauvaise qualité, c'est-à-dire de la nicotine avec des pesticides, des métaux lourds, du sucralose à haute quantité. Et tout ça, la plupart des liquidiers français ne le font pas. Donc en fait, ces produits font en sorte que la vape est tirée vers le bas, d'un point de vue qualitatif. Et moi, ça me gêne. Donc je préfère effectivement, continuons à acheter, parce qu'il n'y en a pas en France de toute façon, du matériel et des devices aux Chinois, aux usines chinoises, mais mettons nos produits dedans, parce qu'on sait bien le faire, et on y met des produits de qualité, qui sont la plupart du temps vérifiés. Je pense aux laboratoires les plus connus, avec lesquels certains sont déjà passés sur ce canapé et on les retrouve au Vape Expo, des gens qui sont très sérieux et qui font un métier formidable et qui tirent la filière vers le haut. Donc les puffs, ok, mais avec des liquides contrôlés, préférablement d'origine française. Oui, parce que le but, et vous l'avez déjà dit plusieurs fois dans les émissions, et moi je rejoins ça, c'est que c'est un moyen d'attirer le fumeur vers la vape. Et au bout d'un moment, certes, c'est pas écolo, mais s'il n'y a plus personne sur Terre, voilà, il faut quand même essayer de sauver les gens un minimum. Donc voilà, c'est comme Cédric l'a dit, pour moi, c'est un produit qui ne perdurera pas dans le temps, mais par contre, qui est une super porte d'entrée pour les gens, pour les fumeurs, pour rejoindre la vape. C'est et une après bonne solution évoluer vers autre au chose. problème, quoi. Voilà. Et nous, avec Afterpuff, on a voulu résoudre ce problème à la fois d'écologie et des arômes qu'on considère qui ne sont pas du tout bons pour le marché du vapotage. Ouais, parce que finalement, la force de ce produit-là, c'est aussi de reprendre, comme on disait avec le réanimateur tout à l'heure, de reprendre les saveurs qu'il y a dans les puffs, mais avec quelque chose qu'on peut remplir et mettre dans sa vape. Finalement. Oui, puis je pense que c'est vrai que ne me contredira pas, mais on a voulu que ce soit nos liquides qui soient mis dedans, mais si un jour la personne n'a plus nos liquides, qu'elle mette un autre liquide français fait par un laboratoire qui respecte les normes et autres, on sera tout à fait
content. Ouais, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Quoi. En parlant de liquide français et de laboratoire, vous faites la gamme Moonshiner chez Lips aussi, qui est un des derniers gros succès aussi du labo, qui fonctionne plutôt pas mal. Et vous faites ça conjointement avec Flo. Et Nico aussi. Et Nico. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point c'est dur de faire valider un liquide à Flo? Alors, si on parle de toute l'histoire, le premier, le Walnuts, on va lui mettre 12. On va lui mettre 12 sur 10, parce que, voilà, on l'a déjà dit, mais 42 versions officielles et x3 au moins de non officielles qui sont pas parties du labo, parce que déjà, nous, on savait très bien que ça allait être non. Voilà, il l'aurait senti déjà, c'était de base, où la tirer une taf, c'était exclu direct. Ouais. Donc voilà, 12, ça c'est sûr pour le premier. Et après, on apprend à l'apprivoiser. C'est-à-dire qu'on sait maintenant ce qu'il souhaite, ce que nous on souhaite. C'est vraiment un travail conjoint des deux côtés. Et on va toujours garder un 8 quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, on garde toujours un 8, ouais. Ouais, mais ça fait 3 ans en fait. 12 à 8, quoi. Ouais. Le Walnuts, il est sorti il y a un peu plus de 2 ans, mais derrière, il y a eu beaucoup. Il y a eu un an de taf, quoi, Il y a eu un gros taf sur le Walnuts. Oui, il y a eu 6 mois de dev. 6 mois de dev. Ouais, facile. Ouais. Facile, 6 mois de dev. C'est un temps normal, ça, de développement chez vous, pour une gamme, ou c'est très long? Ça dépend du produit. C'est-à-dire qu'on va sortir... En moyenne. Il n'y a pas forcément trop de choses normées sur un produit complexe. Fruitopia, par exemple. Fruitopia, oui, ça a été même plus de 6 mois. C'est plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Ouais. Mais quand on va développer une gamme un peu plus, je dirais pas basique, mais oui, simple, ça peut être plus rapide. Ouais. Ça peut être plus rapide. Ça dépend des arômes, ça dépend bien des sûr. gammes. Ouais, ça peut être 2-3 mois, au plus court. Mais sur le Walnut, c'est ce qui explique peut-être aussi le succès du produit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière. Encore une fois, tu vois, genre une gamme de gourmands, c'est vraiment, ça te poursuit, ça. Hein, ouais. De sortir des gourmands, de dire, bon, on verra bien, et puis, blam, ça explose. Ouais, après, sur le Walnuts, le brief, il vient pas de moi, il vient vraiment de Flo. Mais c'est vrai que c'est un peu notre réputation, c'est les gourmands. Même s'il y a eu ces 2 dernières années quelques virages qui ont contribué aussi à notre notoriété avec la sortie des collections comme le Polaris et puis dernièrement les Fruitopia qui marchent très très bien, vraiment. Ils sont vraiment excellents, à vaper, quoi. C'est juste spécialement le frais à fruits du serpent. Mac et Bueno, très bon liquide. Ouais, c'est vrai que des fruités chez Lips, on n'est pas... Enfin, tu vois, moi, tu me dis Lips, ok, c'est la chose, et maintenant Moonshiners, c'est un peu rentré dans l'esprit collectif, quoi, mais c'est rigolo. En fait, en vrai, vous êtes juste super doué en gourmand. Faut juste se l'avouer, quoi. Tu vas plutôt gourmand ou plutôt fruité, toi? Moi, je vais plutôt fruité. Tu vois, je suis sur le Polaris Berry Mix. Bah, tu vois. Tu vois. Et t'as toujours été vape fruité, j'imagine. Plutôt, parce que tu vois, avant ça, j'étais sur le Big Apple. Le Big Apple, j'y suis resté pendant 1 an, Moonshiner. Ah ouais, quand même. Et avant, j'étais sur le Lost Island pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc là, on est sur un fruité un peu gourmand. Mais c'est vrai que je suis plus autour des fruités. La chose, je le vape très rarement. Et le Walnuts aussi. C'est ouf, ça, quand même. Ouais. Il y a des gens qui vapent du la chose au bureau? Oui. Ah oui, il y en a beaucoup. Régulièrement? Ouais, beaucoup. Ouais. Genre en all day, quoi. Ouais. Ah oui, on en a moins 4-5 personnes qui vapent all day la chose, ouais. Mais moi, je suis comme Cédric. Je suis vape full fruité. Et je pense que c'est un avantage pour développer les gourmands, justement, parce que je sais dire qu'il est bon, et si je le vape pas, c'est que je sais qu'il est bon. C'est-à-dire que si je tire 3-4 tafs dessus, je me dis ça c'est bon, c'est très bien. Par contre, j'y reviens pas du tout. C'est difficile, ça, en tant qu'aromaticien, de bosser sur des saveurs que toi, qui sont pas forcément ta cam, quoi, en termes de vape, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le but du jeu, c'est de faire des produits qui plaisent aux gens. On s'en fiche qu'ils ne nous plaisent pas à nous. Ouais. Voilà, l'essentiel. C'est dur de détacher de ça. Mais oui. Mais le but du jeu, c'est que ça plaise aux gens. Et il a raison dans sa démarche en disant, je suis arrivé à un produit que je pourrais pas du tout vaper, mais je sais que plein de gens adorent ça. Et c'est une démarche intellectuelle qui est pas facile, mais elle est intéressante à faire. Et quand en plus, tu te dis, j'ai fait ça, je l'aime pas, mais
les gens vont aimer et que véritablement ils l'aiment, bah là, c'est. Tu sais que tu as vu juste, quoi. Tu sais que tu as vu juste. Tu as eu le nez juste, quoi. Ouais. Tu te sers de ton passé de parfumeur dans les liquides en termes de Tous les sensations olfactives et tout? Tous les jours. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et c'est un travail. Il y a une transmission entre moi et Renaud, en fait, au fur et à mesure de ces années. C'est vrai que quand il est rentré dans la boîte, le côté parfum, gustatif et tout, il n'était pas forcément sensible. Et il a du coup développé une mémoire gustative et olfactive qui est hyper impressionnante au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, il est capable de gérer de A à Z une création de produit. Donc, Toi, au nez, par exemple, si je te fais sentir de la fraise, du Mhm. thym, du tilleul, du machin, tu vas me dire, ok, ça c'est fraise, thym, tilleul, machin. Tu es capable de normalement, oui. Après, différencier je suis les comme choses? tout le monde, je peux me planter aussi sur un truc Ouais. que je ne vais pas reconnaître. Mais à l'aveugle, comme ça, tu es capable de Normalement, oui. différencier Ouais. un large panel de trucs, quoi. Ouais. Et tu vois, ce que tu dis, par exemple, au côté parfumeur que Cédric m'a transmis, c'est que quel est un premier test qu'on fait sur un liquide? C'est pas le goûter, c'est le sentir. Mm. Parce qu'en fait, c'est très très important parce que c'est la première chose que les gens ils vont faire. Ils vont pas forcément le mettre dans un atos, c'est qu'ils vont l'ouvrir, ils vont le sentir et dire ah ça me plaît. Et l'idée c'est quand même que l'odeur soit égale au goût. Parce que des fois il y a beaucoup de déceptifs. Il y a vachement d'écart. Il y a des arômes, ouais, il y a des arômes, tu les sens, tu dis ils sont incroyables, tu Ouais. les vapes, c'est une catastrophe. Mm. Donc c'est aussi là la difficulté du métier. Ouais. Et des fois, les dosages font que aussi, tu arrives à révéler l'odeur que tu retrouves dans le goût. Et il est là la difficulté. Mais vraiment, le premier geste qu'on fait quand on reçoit un arôme, quand on développe un produit, c'est de le sentir. C'est de la vraiment sentir, la bouteille. C'est vrai que c'est le premier C'est truc. le premier réflexe. Mais c'est vrai que des fois, il y a un écart, mais diabolique, quoi. Tu dis, Mm. oh, ça va être génial, tu le vapes, il n'y a rien. Mm. Et d'autres, tu sens, ouais, bon, ok, et tu tires une barre. Oh, Ouais. merveilleux, quoi. Mm. C'est dû à quoi, ça? Bah, c'est parce qu'en fait, Chimiquement, pourquoi il y a un écart entre l'odeur que tu as et la vape que tu as? La Tu vaporisation. es censé c'est évaporer ça, le c'est liquide. ouais, puis la vaporisation, ce qui fait que quand tu as quelque chose que tu sens, c'est plus concentré. Alors que quand tu vas le vaper, tu vas diluer tes molécules. Donc forcément, tu n'auras pas le même ressenti. Après, entre les papilles et les récepteurs au niveau du nez, c'est pas aussi les mêmes retranscriptions. Après, quand tu goûtes, ça va aussi dépendre, je pense, de ton état d'esprit aussi. Il y a pas mal de choses qui jouent là-dedans. Mais les écarts, je pense, s'expliquent par la vaporisation, parce que tu amènes aussi un côté chaud. Donc la chaleur, ça a un exhausteur de goût sur certains arômes. Donc tout ça fait que... Et ça en flingue d'autres. à côté. Voilà, tout à fait. Et c'est même pour ça, des fois, même au goût, hein, tu vas goûter ça arrive, hein, c'est un arôme alimentaire, donc tu peux le diluer dans de la base, le goûter. Je ne conseille pas de le faire en grande quantité, bien sûr, mais on le fait. Et parfois, le goût, quand tu l'as sur la langue et en vaporisation, il n'est pas aussi le même. Ouais. Et c'est l'effet de dilution. C'est déjà plus proche, là, quand tu Ah oui, goûtes les bien sûr, c'est liquides plus sur le dos de la main, là, Ouais, ce que tous les vapoteurs font, on va pas Ouais. se mentir, mais Mm. je trouve bien que c'est pas non plus si toxique que ça. Non. D'ailleurs, c'est toujours un truc qui m'a flingué, ça. Tu sais, les gens qui disent « Ah, j'ai du liquide dans la bouche. Ah, j'y vais mourir. » Tu sais, quand tu commences. Alors que tu l'inhales, Oui. qui est... tes poumons sont moins capables de digérer quoi que ce soit que par rapport à ton système digestif, en vrai. Mm. Donc, c'est moins grave de boire un truc que de l'inhaler, quoi. Oui, c'est pas grave du tout. Techniquement. Ouais, mais c'est parce que sur les fioles, ça va être marqué danger, si, ingestion. Ouais. Les gens, ils vont lire ça, ils vont paniquer. Et puis, Alors que ça y est. de le respirer, c'est bien Ouais. plus grave que de l'avaler, en fait. Mais bon, Mm. c'est bizarre, quoi, dans l'esprit collectif comme Mm. ça. De dire, je peux le respirer, c'est bon, il n'y a pas de problème, Mm. je peux fumer ça toute la journée, mais l'avaler, surtout pas, quoi. C'est pas possible, quoi. Dernière question, qui est la question à 100 000 $. Quel est le projet que vous avez jamais sorti chez Lips? Qui a été le plus proche d'être sorti en mode bon, bah ça sort dans 2 semaines, les gars. Et au final, bon, alors ça sortira jamais, les gars. On le fait pas. Il y en a tous. Tout le monde en a un. Ah ouais, un projet. Je suis un peu Bah, sec là. si le projet mais c'est pas vraiment sur du liquide, c'est plus un concept en général. Mais... Ah, ça va produit barbe. Non, je pense à autre chose. La blanchine, concertation, là, hein. mais c'est un, Ah, ça, c'est un truc complètement. ouais, c'est Différent, ouais. en fait c'est pas une histoire de produit. Enfin c'était un projet. En fait, on avait comme projet de on a été souvent en Chine. Moi, j'y allais tous les 3 mois avant le Covid, travailler sur le Codopod ou des choses comme ça avec les fournisseurs. Et on a été vraiment approché par beaucoup de boîtes. Ils aimaient bien en fait notre signature. Mm. Et on a failli monter un laboratoire en Chine. D'accord. Voilà. Et on avait commencé pas mal dans
dans les démarches. Et 2 mois après est tombée une interdiction de vendre des produits du vapotage par Internet, ce qui a fait que la vente des produits du vapotage s'est effondrée au niveau de la Chine. Ouais. C'est devenu catastrophique. Et donc, on a arrêté le projet. Tu as arrêté le projet en cours, quoi. Voilà. En cours de route. Et on s'est arrêté vraiment à temps, du coup, on n'a pas perdu de plume. Ouais. Parce que ça aurait pu être catastrophique. Ouais. Ouais. Ah ouais. Par contre, moi, je peux t'annoncer quelque chose qui ne sortira jamais. C'est le concentré d'arôme la chose. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui le demandent, ça, oui. en Tous les jours. concentré, ouais. Ça sortira jamais, parce que c'est pas possible. Ouais. Au niveau de la fabrication, des différents process, on le fera jamais. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ça sert à rien de nous envoyer des mails, ça n'arrivera jamais. Désolé les gars, Parce on aura qu'on essayé. on en reçoit à peu près tous les jours. Ça représente combien la chose, en gros, en termes de volume chez French versus tout le reste? C'est un peu confidentiel et ça, je ne vais pas pouvoir te le dire. À vue de nez, à 10% près. 40? 30? Non, moins que ça. Moins que ça. Non, on a d'autres collections qui marchent très très bien. Non, mais je sais. C'est vrai que Non, mais la je chose sais, mais marche par très- contre, la chose, c'est un truc. Voilà. Bon, après, il y a la chose blend, il y a la petite chose, il y a Il y a les sels de nicotine, etc. Les sels de Nico, ouais, donc elle est Non, encore. ça représente moins que ça. C'est plus une rêve, quoi. Non, mais ça a jamais été une ref. C'est une ref très connue, effectivement, de chez nous. Enfin, mais la société ne tient pas du tout sur, heureusement, sur la chose. C'est pas ce que je dis, mais c'est quand même. Enfin, chez les juice makers, c'est quand même le rêve d'avoir déjà cette brique sur laquelle tu peux dire bon, ok, il y a ça. Après, on peut tenter des choses à côté, mais on a ce socle-là qui reste quand même assez solide et qui est inimitable, quoi. Le Red Aster, la chose, et tu vois, le FRM, c'est des choses qui sont, qui sont établies dans la vape. Bien sûr, ouais. Et c'est quand même bien de les avoir. En tout cas, moi, j'en ai vapé copieusement de la chose. Je continue à en vaper régulièrement. Donc, et ce qui nous fait plaisir, c'est que justement, on pourrait croire, parce que j'avais entendu quelques chiffres sur le Red Aster, mais peut-être parce qu'il est très copié aussi, c'est que les ventes sont plutôt en baisse sur ce produit-là, alors que nous, sur la chose, les chiffres sont toujours en hausse. Ah bah écoute, c'est bien, c'est bon signe. Ça veut dire que ça continue de vaper dans les chaumières et c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Merci à tous les deux d'être venus sur ce canapé. Merci. On va finir là. Vous avez un mot de la fin pour cette interview ou pas? Non, mais juste un sur quoi tu vapes. Sur quoi tu vapes? Allez, allons-y. Je suis aussi après. Alors, je vape, on va parler que d'un seul matos, j'ai le temps que pour un Pipeline 18650 GX et ma conception à moi, pomme poire. D'accord. Ça roule. Moi, je suis sur un Nautilus 3, je ne me trompe pas, avec une box Zelos, avec le Polaris Berry Mix en 10 mg de sel de nicotine. Et je trouve que c'est un super attof. Ce que je regrette juste, c'est la petite grille qu'ils sont mis devant, là, et qui rend pas très facile le remplissage pour voir le niveau. Je veux pas dire de bêtises. Mais il s'enlève? Mais je crois que tu peux l'enlever déjà. Et deuxième point, je pense que tu as la version sans la grille. Tu l'as en Pyrex aussi, juste, avec le truc. Dans la boîte? Je crois que tu n'es pas obligé d'avoir avec le tank shield. Écoute, je vais une fois que je serai rentré chez moi, je vais rouvrir la boîte. Est-ce que tu veux l'avoir? Je me rendrai compte que je viens de dire du coup une grosse connerie et que je pourrais mettre juste un petit truc en silicone pour éviter ouais. que le Pyrex moi, se j'aime bien pète comme ça. Bah, après, c'est vrai que pour voir le niveau, c'est pas facile. Pour voir le niveau, c'est pas facile. Surtout quand t'es en soirée où t'as pas beaucoup de lumière et tout. On y va en soirée. Mais on y va juste après. Chouette. Merci à tous les deux en tout cas d'être passés. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une autre interview, un autre Chesterview. Et si vous voulez nous retrouver, c'est tous les lundis à 22h. Même jour, même heure, avec toute l'équipe au complet pour parler de vape. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao.